Tous, je suis très contente qu'on puisse se retrouver tous ensemble dans l'amphithéâtre pour accueillir Pierre-Alain Trévelot qui va prononcer la leçon inaugurale 2021-2022. Donc je vais l'introduire très rapidement avant de donner la parole à la fois à Éric Lapierre, donc président du CPS, et puis à l'intéressé lui-même. Avant de démarrer, donc, deux mots sur Pierre-Alain Trévelot, qui pour beaucoup n'est pas un inconnu dans la maison, puisqu'il y a enseigné une petite quinzaine d'années, et surtout il fait partie des premiers diplômés de l'école en 99 avec un groupe que vous connaissez tous, Tomato. Cela a donné lieu à l'édition d'un ouvrage qui a beaucoup compté. Donc voilà, vous avez ce bon livre à la bibliothèque. Après ses études d'architecture ici, Pierre-Alain a fait un master à Harvard. Et il a également enseigné assez longtemps au master d'urbanisme de Sciences Po. Et puis surtout, ou non, peut-être pas surtout, également cofondé TVK avec son associé Antoine Vigée-Collère. Aujourd'hui, donc, il est co-directeur avec Eric Alonso du DSA d'architecte urbaniste. Et puis, surtout, il est nommé maître de conférence au sein de l'établissement. Donc, on est tous très heureux, contents de te retrouver, Pierre-Alain. Tu as écrit également un livre. On espère que tu nous feras l'honneur de participer à une discussion, une conversation à la bibliothèque. Donc, La Terre est une architecture, publié là tout récemment. Je profite de ce moment où on est rassemblés pour vous demander qu'on respecte une minute de silence. Donc je voudrais qu'on se lève tous à un moment donné en hommage à Samuel Paty. Pour moi, c'est important que ça ait lieu là, dans un espace d'enseignement. Parce que se retrouver dans un amphi tous ensemble, ça peut paraître anodin, peut-être moins depuis qu'il y a le Covid, mais se dire qu'on a le droit à l'instruction, à l'éducation, filles, garçons, ensemble, sans se poser de questions. Ce qui nous paraît naturel dans certains pays ne l'est pas ailleurs. Et même en France, comme vous le savez, ça peut être mis en danger. Et donc, c'est important de prendre le temps, à un moment donné, de se concentrer, de réfléchir à ce que représente la démocratie, la liberté d'expression et la liberté de vivre. Donc voilà, si vous en êtes d'accord, je vous demande une minute de silence avant de donner la parole à Éric, puis à Pierre-Alain. Merci. Bonjour, ça va être vite fait puisque tout a été dit. Je veux rappeler, oui, moi aussi, que Pierre-Alain a été un des premiers étudiants de cette école, un des premiers, disons, diplômés, parce qu'il n'a pas fait ses études ici, puisque c'était matériellement impossible. Mais c'est important pour nous, et en tant que président du CPS, je ne peux que me réjouir de voir l'école renforcée par le recrutement d'un enseignant tel que Pierre-Alain, qui par la qualité de son travail, d'une part, le rayonnement de son travail aussi, l'impact
qu'il a. Il fait partie des agences françaises qui ne travaillent pas qu'en France. Ils sont très peu nombreux. Par leur présence en ce moment à Venise, par exemple, la publication des livres qui y sont attachés, tout ça, bien entendu, renforce l'école et renforce n'importe quelle institution qui l'accueille. Donc, je me réjouis, en tant que président, de pouvoir renforcer l'école grâce à toi et de t'instrumentaliser. Et en tant que personnellement, je me réjouis de ton retour à l'école, parce que je pense que tu aurais peut-être toujours dû y rester, sans doute. En tout cas, je me réjouis de ce renouveau et de ton arrivée. Et puis, pour le reste, il est clair aussi que un an après ce qui s'est passé, il est important de rappeler aussi effectivement que c'est anodin, oui, d'être réunis ici, mais ça ne l'est pas du tout, parce que la connaissance, la culture, c'est-à-dire ce qu'on essaie de produire dans une institution comme la nôtre, ce sont des conditions indispensables pour pouvoir vivre libre à tous les sens du terme. Donc c'est capital de faire ça, et puis d'enseigner et d'étudier. Et puis d'étudier l'architecture aussi, et de l'enseigner, parce que l'architecture, dans le cadre de ce contrat social qui doit nous réunir tous, elle fait partie, on a parlé de droit à la ville, il y a un certain moment, il y a aussi un droit à l'architecture, il y a évidemment un droit à un abri et à un logement, ça c'était vraiment c'est la base, mais vous savez bien qu'elle est loin d'être assurée, et elle l'est de moins en moins. Mais aussi, et ça n'est pas parce que cette base n'est pas assurée et qu'elle l'est de moins en moins, qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un droit à l'architecture et que l'architecture rend la société meilleure. C'est pas une danseuse, c'est pas quelque chose qui se discute entre dandys dans des salons, c'est quelque chose qui fait la vie de tout le monde meilleure. Et quand on fait du logement de masse, c'est qu'il est meilleur, et que de vivre dans tel logement rend plus conscient de la beauté de la réalité, de l'intensité des choses, permet de ne pas vivre le fait d'être à plusieurs comme une promiscuité. Tout ça, tous ces différents plans de réalité rendent la vie meilleure, et c'est notre objectif qu'on ne doit jamais perdre de vue. Et pour ça, il faut parler de la beauté, il faut parler de la forme, il faut parler du sens de ce qu'on fait. Et ça ne sont pas, encore une fois, des choses superficielles, mais ce sont des choses capitales. Voilà, merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup Amina, merci Eric pour ces mots. Je dois dire que moi aussi je suis très très heureux, vraiment très heureux d'être ici. Je suis très attaché à cette école depuis très longtemps, pour les raisons qui viennent d'être évoquées par Amina et Eric à l'instant, pour des raisons historiques, mais aussi parce que je vois cette école évoluer et je la vois grandir et se renforcer un peu chaque jour, chaque année. Et j'avoue que c'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'envie que je rejoins cette école qui n'est plus la même que celle que j'avais quittée il y a peut-être 6 ans, je me souviens plus. Mais en tout cas, je suis très heureux de reprendre aussi l'enseignement, parce que pour moi, c'est quelque chose qui a été très structurant, très important, qui m'a manqué, même si ça m'a permis de faire d'autres choses. Mais je trouve qu'il y a quelque chose dans la relation qu'une école peut créer entre le corps enseignant et les étudiants, qui est assez irremplaçable. Et pour toutes ces raisons, je suis très content d'être là, tous les jours, quotidiennement, enfin toutes les semaines à l'école, mais aussi d'être là aujourd'hui devant vous. Je vous remercie donc de votre accueil, je remercie toute l'école et toutes les instances. Je remercie aussi, bien sûr, Amina et Eric, et aussi Eric Alonso, avec qui je vais donc co-diriger le DSA. Et je vais essayer de vous parler dans ce qu'on appelle donc une leçon inaugurale,
d'un sujet qui est de l'architecture, mais prise d'un certain point de vue. Avant ça, je voudrais juste dire, en espérant qu'il y ait beaucoup de première année dans cette école, dans cette salle, je voudrais dire que je me souviens, comme je pense chaque architecte, de ses débuts en architecture, de sa première année. Moi, j'avais passé la nuit sur le trottoir devant l'école de Belleville pour m'inscrire, parce qu'à l'époque, c'était ça le mode de sélection. J'étais arrivé à 16h et c'était les premiers arrivés, donc le 16h le dimanche soir, et je m'étais inscrit le lundi matin à 9h. Vous avez des modes de sélection qui sont un peu plus élaborés, un peu plus subtils que ça. Et je voudrais vous dire que je vous envie parce que c'est un moment très, très beau, très important. Je vous encourage à vous jeter corps et âme, et sans peur, sans retenue, sans appréhension dans ces études qui sont assez incroyables, qui personnellement m'ont évidemment changé et ont changé le regard que j'ai sur le monde. Donc voilà, je suis heureux pour vous et je vous envie un petit peu. Et vraiment, je vous encourage à ne pas rester dans une posture où parfois l'architecture, parce que on y met du sien, on se livre. Parfois, ça peut être un moment un peu effrayant. Je vous encourage à ne pas ressentir cette peur et au contraire à être plein d'enthousiasme et plein d'envie. Alors, Amina vient de le dire, j'ai passé mon diplôme dans cette école, et ce diplôme qui s'appelait la ville du périphérique était fait à 13 étudiants, ce qui était là aussi une disposition qui n'est plus possible maintenant. Et ce diplôme, à l'époque, nous avait, je crois, amené à considérer l'architecture comme sans doute la mise en forme du territoire. Et depuis, nous avons continué à travailler. Quand je dis nous, c'est avec mon associé Antoine Vigée-Colère et notre agence TVK et tous les gens avec qui on travaille, et on a travaillé dans cette agence, mais aussi à l'extérieur, les gens avec qui on collabore. On a, je crois, continué à travailler cette question, à labourer cette question-là, et peut-être même à considérer l'architecture maintenant comme la mise en forme du monde, la mise en forme de la Terre. Il y a peut-être aujourd'hui une question assez centrale pour l'architecture. L'architecture a eu des questions diverses dans l'histoire, et aujourd'hui on pourrait dire que une des questions, si ce n'est la question centrale de l'architecture aujourd'hui, c'est la Terre. Pour des raisons assez simples, et je pense que vous les comprenez déjà, qui sont que finalement la Terre est dans tous les champs de la connaissance la question principale aujourd'hui sans doute. Et aussi parce que depuis toujours, la Terre est notre foyer commun, c'est notre habitat à tous. Et de ce point de vue-là, on peut la considérer évidemment comme notre maison commune, et donc elle est déjà notre architecture, si on considère que l'architecture se pose la question du foyer. Le terme des Grecs, c'était oikos, et c'était ça le foyer commun. Et c'est là, je crois, qu'il faut que l'on réfléchisse à l'avenir de l'architecture à partir de cette question de la Terre. Alors, je vais donc vous parler d'architecture aujourd'hui à partir d'une question spécifique qui est celle de l'infrastructure. C'est une question qui est à la fois passionnante, très importante en termes d'impact, comme on dit aujourd'hui, ou en tout cas d'amplitude, de la façon dont cette question-là transforme justement nos territoires et transforme la Terre. Et en même temps, c'est une question qui, dans le champ de l'architecture... J'ai rien fait. C'est parce que j'ai pris trop de temps à passer la première slide, je pense. Ouais. En attendant que ça revienne, je disais que
il y a une sorte de paradoxe parce que cette question est à la fois très, très importante. Merci beaucoup. Je vais la passer, comme ça on n'aura plus de... cette question est très, très importante, donc, disais-je, et en même temps, dans le champ de l'architecture, il me semble que cette question-là est relativement satellitaire, ou en tout cas qu'elle n'est pas traitée comme elle devrait l'être. Et c'est lié à un certain nombre de raisons qui se trouvent peut-être déjà dans l'histoire de cette notion. Pour commencer, j'ai mis cette image qui est tirée de Auguste Choisy, donc l'auteur de l'histoire de l'architecture en 1901. Et ça, c'est son, pas premier, mais deuxième dessin qui illustre ce qu'il appelle les temps préhistoriques, et il explique comment est-ce que l'on fait pour déplacer une pierre pour pouvoir construire. Et ce qui me semble passionnant et très marquant dans ce dessin, c'est qu'il s'intéresse à la pierre pour expliquer comment est-ce qu'il va falloir déplacer la pierre pour pouvoir construire. Mais ce que l'on transforme énormément en déplaçant la pierre, c'est le sol et c'est la croûte terrestre. L'infrastructure se trouve là, dans la façon dont, pour faire quelque chose, pour construire quelque chose, pour penser et réaliser une architecture, on va transformer le sol, on va produire une pensée et une action qui est celle de l'infrastructure. Alors, peut-être essayons juste de se donner un tout petit peu des clés de lecture de ce mot-là, parce qu'il n'est pas si simple. On a l'impression qu'il l'est parce que, évidemment, il vient de infra, qui veut dire en dessous, et qui s'accole à structure. Donc, dans la définition la plus simple, c'est une base, un soubassement, une base indispensable à l'édification, à la construction, et surtout, pas seulement à la construction, mais au maintien et au fonctionnement d'une structure. Donc, il y a déjà dans ce mot-là une deuxième idée qui n'est pas seulement celle du sol, qui est celle du temps. L'infrastructure sert au maintien, à la continuité et au fonctionnement. Ce mot, il n'apparaît à aucun moment chez les anciens, notamment dans les traités, que ce soit chez les Romains, chez Vitruve ou plus récemment à la Renaissance chez Alberti. Ce mot n'existe pas. Il va apparaître plus tard. Ce mot, il était remplacé ou utilisé de façon différente, justement par les termes de soubassement, de fondation, de substructure ou de substruction, suivant les traductions du latin, par exemple. Mais jamais on ne parle d'infrastructure. C'est un mot qui naît avec l'industrie et la modernité, qui naît, première recension que j'ai trouvée au journal officiel en 1875, un 18 août, et j'aime vous dire ça parce que c'est ma date de naissance, et comme j'y reviendrai, je vous parlerai du périph', je vous parlerai aussi de ma date de naissance. C'est un truc d'architecte, c'est-à-dire il faut toujours un peu ramener les trucs à soi. Vous connaissez cette histoire des égos, après il faut essayer de le gérer. En tout cas, blague à part, l'infrastructure est donc née un 18 août en 1875 comme terme, et désignée à ce moment-là les terrassements, les travaux de terrassement réalisés pour la construction d'une voie ferrée. C'est à ce moment-là que l'on crée justement cette idée qu'on va désigner très spécifiquement des travaux qui servent à réaliser un équipement, un programme que l'on s'est donné. Et donc c'est ce qui va, à la suite de ça, désigner tous les objets, et pas seulement les travaux. Par extension, ça va désigner tous les objets que vous connaissez quand vous dites infrastructure, quand vous dites les infrastructures, et ben vous y mettez justement tous ces objets, toutes les routes, les autoroutes, les voies ferrées, les canaux, les ponts, les barrages, les digues, etc. Tout ça, ce sont des infrastructures. Et moi, je veux vous parler bien sûr des infrastructures au pluriel, comme ces objets techniques, mais aussi je voudrais vous parler de l'infrastructure comme une notion, et je voudrais vous parler de cette idée que c'est un peu une énigme quand même, l'infrastructure.
alors, je ne suis pas un grand spécialiste des Halles, mais puisque je vais vous parler pas mal de Paris, je me suis un peu interrogé sur les Halles et sur cette image qui est elle-même assez énigmatique. D'abord, elle est un petit peu floue, mais on ne sait pas trop ce qu'elle raconte. C'est une image, bien sûr, du chantier des Halles, mais de quel chantier des Halles parle-t-on ? Et où est l'infrastructure ? Qu'est-ce que l'infrastructure là-dedans ? Quelles sont les infrastructures et l'infrastructure au singulier ? Alors, dans les Halles, qui est donc le cœur, l'hypercentre de Paris, il y a plusieurs notions d'infrastructure. Il y a d'abord l'idée que ça se situe à l'hypercentre, au croisement, juste à côté du Cardo et des Cumanus, au croisement central de Paris. Il y a l'idée que c'était un marché pendant très longtemps, historiquement. Ça a toujours été le marché. Il y a eu les Halles, puis il y a eu les Halles de Baltard. Ça a pris différentes formes. Et puis, et l'histoire commence un peu ici, il y a eu ce gigantesque trou, on va dire, cette façon de creuser la terre, de la travailler, pour y créer à nouveau une sorte de très grand marché qu'on appellerait centre commercial. Et donc c'est un autre type d'infrastructure, ce trou, qui est lié évidemment au transport, puisque le transport, pourquoi on a fait ce trou ? Notamment, une des raisons était que le transport passait en dessous et arrivait profondément. Et en passant en dessous, il y a une autre idée sur l'infrastructure qui nous arrive, qui est que finalement, en étant de cette façon très souterraine, elle peut aller chercher très loin. Et l'infrastructure, là c'est le plan des Halles, mais l'infrastructure finalement c'est aussi quelque chose qui va nous emmener dans un ailleurs, dans quelque chose qui est hors du lieu dont on parle, qui est extraterritorial. Donc évidemment que ces lignes-là nous emmènent très loin, hors de Paris, dans la région parisienne et encore plus loin, et se croisent à cet endroit-là. Et puis l'infrastructure, c'est bien sûr les sols artificiels, les planchers, qui vont se succéder et qui vont construire ce trou, qui vont aménager un programme, le centre commercial et tout un tas d'équipements qui viennent dedans, qui viennent avec. Et donc vous voyez déjà cette structure, cette construction des planchers. Mais l'infrastructure, c'est aussi sans doute le sol, et cette fois le sol supérieur, la couche qui vient recouvrir tout ça, et pour laquelle l'idée a été de la rendre piétonne. C'est une des premières zones piétonnes de Paris, où on va, vous voyez cette très grande emprise, le long de la Bourse et de l'église, qui va passer au-dessus des voies routières qui viennent traverser par en dessous. Donc c'est aussi ce sol supérieur, et toutes les terres excavées ont été amenées au parc de la Courneuve et ont donc produit un autre parc. Donc l'infrastructure des Halles, c'est aussi la Courneuve. C'est aussi cette terre qui a été déplacée, comme la pierre préhistorique de Choisy, qui a été déplacée cette fois beaucoup plus loin avec nos moyens de locomotion modernes, et qui donc a permis de réaliser le parc de la Courneuve, de lui faire des vallonnements, de lui amener une terre nouvelle. Donc on pourrait dire finalement que l'infrastructure a cette capacité non seulement à transformer le sol, mais aussi à transformer, ou en tout cas à questionner le temps et à se projeter très loin dans l'espace et très loin dans le temps. Alors, pourquoi je parle d'énigme ? Parce que finalement, à travers cet exemple des Halles, je voulais montrer qu'il est à la fois très difficile d'identifier ce qu'on met sous un vocable générique d'infrastructure, parce qu'il y a beaucoup de choses enchevêtrées. Je voulais montrer également que les infrastructures, cette fois au pluriel, sont d'une puissance
rares, et c'est ça qui fait que par leur généralisation sur la surface de la Terre, la Terre s'est trouvée et se trouve encore transformée, que ce système-là n'en est qu'au début, que nous, dans nos pays européens, on est dans une relation à ce temps de l'infrastructure qui est très particulier et dont je pourrais reparler un peu plus tard avec d'autres explorations, mais qui est un temps dans lequel on considère que l'infrastructure a déjà été en très grande partie réalisée. Or, la surface de la planète va se trouver urbanisée en quantité 3 fois plus d'ici 2050 qu'aujourd'hui. Donc ce mouvement-là n'en est qu'au tout début, et c'est à travers des systèmes qui sont ceux de l'infrastructure et des pensées qui sont ceux de l'infrastructure que l'on va produire cette extension. Et il y a une raison qui est finalement très physique et très compréhensible et très architecturale à cette énigme, qui est que finalement l'infrastructure ne se voit que très peu, parce qu'elle concerne le sol. Et donc, ce sont des éléments, ce sont des objets, mais ces objets-là n'ont que très peu de visage, ils n'ont pas de volume souvent, ils ne se signalent pas, ils n'ont pas de façade, ils sont enfouis ou couverts, ils sont recouverts même. Et parfois, ils sont si étendus qu'on n'arrive pas à les appréhender, on n'arrive pas à se les représenter, on n'arrive pas à les parcourir. Donc à la différence d'autres architectures, et notamment des édifices, on a beaucoup de mal à comprendre parce qu'on n'arrive pas mentalement à saisir les infrastructures comme objets. On ne les connaît que très peu. Et donc, pour toutes ces raisons, on peut parler d'énigme, on peut parler de l'obscurité ou du caractère obscur de l'infrastructure. Or, si c'est par l'infrastructure que le visage du monde a été totalement, radicalement transformé, d'abord de façon très très lente et progressive, puis de façon très rapide, si c'est par l'infrastructure que la Terre change, il faut absolument que l'architecture s'intéresse à l'infrastructure. Elle doit considérer l'infrastructure. La question, je crois, c'est comment. Alors, je voudrais juste poser une hypothèse avant de faire une traversée chronologique d'un certain nombre de travaux qu'on a menés depuis le début, parce que je me disais que ça pouvait être intéressant pour vous, les étudiants, de voir un petit peu un parcours. Je pense que c'est plus facile à comprendre et que ça peut être éclairant de comprendre les avancées. Je voudrais poser une hypothèse qui est que finalement les infrastructures ne sont pas qu'un ensemble d'objets techniques, pas seulement des équipements que les humains posent sur la Terre, mais au contraire que l'infrastructure est un concept architectural, un procédé opératoire, et qu'il s'agit, il nous incombe, ou en tout cas il est intéressant d'essayer de comprendre ce procédé, ce mode opératoire qui pourrait être celui de l'infrastructure. Essayer de développer une pensée de l'infrastructure. Alors je vais rapidement faire des traversées d'un certain nombre de sujets et projets, en commençant donc, comme je l'ai dit chronologiquement, par cette histoire parisienne, qui est donc, on pourrait dire, le deuxième élément, après les Halles et l'hypercentre, le deuxième élément de la structure parisienne, qui est cette couronne. Il y en a eu un certain nombre d'enceintes qui étaient des cercles à chaque fois. Et ça, c'est la dernière qui est arrivée en 1845, et c'est l'enceinte de Thiers. Et cette enceinte de Thiers était évidemment une très très grande infrastructure. C'était un mur qui était construit. Et donc, en ça, je voulais aussi vous dire que c'est très simple de se dire que l'infrastructure est une architecture, puisque vous voyez, c'est construit, c'est mesuré, et les formes de l'infrastructure procèdent de la façon dont elles sont construites. C'est même sans doute un des champs de l'architecture qui est le plus direct, le plus honnête de ce point de vue-là, parce que c'est ce qui procède le plus sans doute de la façon dont c'est construit. On voit ce mur, on voit la façon dont ça crée un fossé, la question de l'eau qu'il va falloir évacuer, la question de la façon dont on voit, dont on se met en protection.
et dont bien sûr, on aménage le sol et on fait des déblais et des remblais pour les transformer. Cette vue de la construction, de l'enceinte construite cette fois, avec ses bastions, et donc l'ampleur que cela prend, puisque en largeur, c'est un mur qui se déploie sur 150 mètres de large, avec les bastions qui, en plan, avancent et reculent, et puis 250 mètres d'épaisseur de zones de protection, de zones qu'on appelait non edificandi, pour protéger cette enceinte. Et puis, assez vite, en 1919, on va démolir cette enceinte. D'ailleurs, sans rentrer trop dans l'histoire, parce qu'elle était à peu près déjà obsolète quand on l'a construite, puisque les canons prussiens pouvaient passer au-dessus. Donc on la démolit, et la démolition est elle-même une transformation infrastructurelle, et amène non pas à réaplanir tout le sol, mais à produire différentes infrastructures qui viennent s'installer dans le lit de cette première infrastructure fondatrice. Et vous voyez, comme toutes les enceintes, elle a été remplacée par un boulevard de ceinture, qu'on appelle le boulevard des Maréchaux, puis construite sur ses bords, donc le boulevard qui est à gauche sur l'image, est construite à sa droite par des ensembles de logements principalement. Et puis encore à droite, on avait cette grande zone non edificandi qui faisait 250 mètres de large. C'est de là que vient le terme la zone. En français, quand on dit c'est la zone, c'est de ça dont on parle. Cette dernière épaisseur s'est vue construire à l'extrémité extérieure le boulevard périphérique, qui est donc sans doute une des dernières infrastructures de cette épaisseur de la couronne. Donc là aussi, des terrassements, des transformations du sol, mais aussi des surélévations, des ponts, des viaducs, très grands parfois. Et puis cette notion que l'on connaît tous, même si ça appartient un peu à l'histoire, du programme pour lequel ça a été construit, c'est-à-dire celui de la mobilité, de la liberté, de la capacité à se déplacer. Cette carte, produite par Lapure, montre les transformations du sol terrestre, parce que peut-être que quand vous vous promenez dans la ville, vous avez l'impression de marcher sur ce qu'on appelle le sol ou le terrain naturel. D'ailleurs, c'est une des expressions des architectes de savoir où est le terrain naturel. Il n'y a pas beaucoup de terrain naturel au sens originel, puisque le bleu, c'est ce qui est creusé, et le rouge, c'est ce qui est amassé. Et donc, plus c'est rouge, plus c'est haut, plusieurs mètres de haut, et plus c'est bleu, plus c'est creusé. Donc la totalité, ou la quasi-totalité, si on veut être peut-être plus prudent, du sol sur lequel vous marchez a été transformé par l'homme, surtout en ville bien sûr, mais dans des proportions qui sont très importantes. Alors il y a une première, je pense, leçon que nous on a tirée, qui est que essayer de comprendre l'infrastructure en architecture, c'est s'attacher à comprendre l'existant. Ce qu'entre architectes, là encore, on appelle l'existant. Ce qu'on rencontre quand on va s'attaquer à un projet, le site. Et donc, déchiffrer cet existant, faire attention à ce qui est déjà là, parce que c'est obscur et difficile à comprendre, et bien finalement l'infrastructure nous oblige à le faire. Et ça, c'est, je crois, quelque chose de très, très important. La deuxième idée, c'est que, et peut-être on y reviendra, c'est que finalement, le site et le programme, qui sont les deux grandes notions qui président à l'architecture, les deux grandes conditions plutôt, le site et le programme se retrouvent réunis dans l'infrastructure. L'infrastructure est à la fois le fruit d'un programme que se sont donnés les hommes quand ils veulent faire réaliser quelque chose. Ils se donnent un programme, et donc par l'objet que l'on obtient est l'expression de ce programme. Et en même temps, par
par ses dimensions, par ses questions spatiales et temporelles, l'infrastructure est une sorte de site ou redevient un site. Et donc, il me semble qu'il y a là quelque chose d'assez puissant dans cette idée que architecturalement, on retrouve réunie la notion de site et de programme. Alors, on a prolongé ces travaux sur le périphérique à différentes occasions. Je vous en montre une seule, qui est notre premier sujet, qui est la porte Pouchet. Alors, la porte Pouchet, elle a ça d'intéressant, c'est que personne ne la connaît. Elle est aussi assez obscure. Je ne suis pas sûr, si on faisait un sondage, qu'il y en ait quelques-uns qui la connaissent. Et c'est une raison qui s'explique, qui est qu'elle n'a pas d'entrée et de sortie au périphérique. Maintenant, les portes sont connues parce qu'il y a une entrée ou une sortie du périphérique, alors qu'avant, elles étaient connues parce que c'était une entrée ou une sortie de l'enceinte, et puis il y avait la porte qui avait donné son nom au croisement de cette sortie avec le boulevard des Maréchaux. Or, il n'y a pas d'entrée et de sortie du périphérique parce qu'il devait y avoir une autoroute réalisée là qui venait se brancher sur le périphérique. Vous connaissez sans doute un peu cette histoire du lien entre les autoroutes et le périphérique. Et cette autoroute devait partir vers le nord et vers Cergy-Pontoise et rejoindre l'autoroute A15. Cette autoroute n'a jamais été faite. Et c'est une autre notion passionnante, je crois, des infrastructures, c'est que un projet qui devait se faire et qui ne se fait pas est quand même quelque chose qui impacte le territoire. Et donc, il y a cette notion de réserve, puisqu'on a fait une réserve pour l'autoroute sans jamais la réaliser. Donc, on a fait une sorte d'infrastructure, mais qui n'est pas une réserve au sens où peut-être on l'entend souvent, notamment dans une notion que l'on connaît par exemple dans les grands parcs américains, ou même en Europe, dans une réserve qui va enclore et protéger la nature. C'est une réserve assez différente parce que c'est plutôt de l'ordre de la friche, c'est plutôt de l'ordre de ce qui n'est plus cultivé, de ce que l'on ne cultive pas, de ce que l'on ne travaille pas et que l'on laisse vivre. Et donc, porte Pouchet, il y a cette grande ligne qui va partir vers le nord et qui est cette réserve. Donc, ça, c'est l'infrastructure dont on hérite. Parce que l'héritage dont je parlais, l'existant, il faut essayer de le découvrir. L'énigme, là, c'est quelles sont les couches infrastructurelles avec lesquelles on peut travailler. Alors la porte Pouchet se présentait comme ça il y a quelques années maintenant, parce que ça a déjà évolué, c'est-à-dire la confrontation de ces voies perpendiculaires au périphérique avec le périphérique, et finalement le périphérique était en hauteur, mais on ne pouvait pas passer dessous. Notamment parce qu'on avait finalement non pas utilisé la force de l'infrastructure, mais qu'on l'avait considéré comme étant un impensé, un rebut, et que l'on avait logé des espaces qui ne pouvaient pas être des espaces accessibles à tout le monde, qui ne pouvaient pas être des espaces urbains au sens où ils ne produisaient absolument aucun espace public, aucune capacité à être offert à tout le monde. C'était ce genre d'espace. Et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs avec les infrastructures, et ça découle sans doute de cet obscurantisme, qui est que la façon dont on les traite, c'est au mieux ne pas les regarder, au pire les mépriser. Mais finalement, le problème est plus dans la partie basse de la photo que dans la partie haute. Et donc, sans vous décrire ce projet, tout ce travail qui a duré plus de 15 ans a été d'essayer de créer un espace public et de le trouver dans le lien entre cette grande réserve qui va couler jusqu'à la Seine vers le nord et vers Saint-Ouen, et le grand cimetière des Batignolles que vous voyez là au premier plan. Une grande place triangulaire qui finalement est une place qui fonctionne avec l'infrastructure, mais qui dit surtout que cette place-là est elle-même une infrastructure parce qu'elle réutilise le sol qui avait été créé au moment de la réalisation du périphérique.
la coupe que l'on trace ici, qui va traverser le périphérique dans cette coupe nord-sud, vous montre aussi... Alors je ne sais pas si je peux pointer. Faut-il que je pointe ici? J'ai pas bien compris. Ça se voit ou pas? Non, pas du tout. Oh merde. Ah là, il y a une flèche. Waouh. Je maîtrise pas grand-chose. Ici, c'est le mur d'enceinte. Et donc, vous voyez encore la persistance, la permanence de ce dénivelé, de ce sol qui avait été travaillé par l'enceinte, avec des vraies différences de niveau de l'ordre de 5 mètres. Et donc, pour libérer tout un espace, le travail a été de créer une autre infrastructure qui est ce bâtiment, cet édifice horizontal qui est comme une grande plinthe, un grand sol qui va occuper ce vide, le terrain de sport d'origine, et qui va le recréer sur son toit. Ça a l'air tout bête comme ça, mais je crois que l'infrastructure nous amène à avoir aussi des idées qui doivent être assez évidentes, parce que vu l'ampleur des travaux, il faut absolument se reposer sur des actes qui sont mesurés, économes et rationnels. Et donc vous voyez cette image du terrain de sport qui continue à exister, sauf qu'il a été soulevé de 5 ou 6 mètres. Et puis on regarde là vers le nord, vous voyez le périphérique à gauche. Et un bâtiment qui est devant le périphérique et qui est une caserne de pompiers, qui était un des programmes de ce projet. Et donc, quand on pense à partir de ces questions d'infrastructure, dans ce genre de projets qui sont des projets urbains, on va dire, il faut absolument considérer qu'on doit réutiliser tous les espaces qui sont mis à notre disposition, mais aussi réinstaller tous les programmes et tous les besoins qui préexistaient, qui étaient là, et sans doute en ajouter d'autres. Ça produit aussi des situations construites qui sont très particulières, comme on le voit ici, où la caserne de pompiers est là, réalisée par un architecte qui s'appelle Bruno Madère, qui fait le lien avec un espace très particulier entre le périphérique et le terrain de sport. Ça produit aussi un espace qui est donc totalement libéré et qui existe en tant qu'espace public maintenant, espace public sous le périphérique. Le bruit montant, c'est là finalement qu'on est bien, et qui permet surtout d'être extrêmement facile à traverser. Parce que sur la totalité du viaduc du périphérique, on peut passer et on peut utiliser le fait que le viaduc est une couverture pour trouver des façons d'avoir des activités. Alors, une deuxième exploration nous a amené à Arcueil, quelques années plus tard, dans un travail sur un édifice, cette fois, qui avait ceci d'intéressant que c'est le type d'édifice que l'on trouve beaucoup à Paris et en banlieue parisienne. C'est un édifice très ordinaire, un édifice de bureaux, qui a un rez-de-chaussée et 5 étages, et qui finalement est assez facile à comprendre. Ce qui était, formellement en tout cas dans sa volumétrie, ce qui était plus difficile à comprendre, c'était la façon dont il pouvait être pris comme une infrastructure, et notamment on a dû s'intéresser bien sûr à son système constructif, à la façon dont il s'était déployé, et à l'idée qu'il avait un système constructif dans lequel vous voyez des poteaux, mais il n'y avait pas de poutres. Donc on avait un système très simple de poteaux dalles et quelque chose de très clair dans les plateaux de bureaux que vous voyez en haut et en bas,
Par contre, quelque chose de très complexe et contradictoire, peut-être, qui était la circulation verticale, qui était sortie des volumes principaux pour les libérer, mais qui produisait une difficulté à la fois dans la façon dont l'édifice se présentait à l'extérieur, mais aussi dans la façon dont on le pratiquait au quotidien. Donc, on a commencé à travailler à partir de l'idée qu'il fallait garder cette structure de plancher dalle sans retomber, qui a une bonne hauteur de 3 mètres, qui est très intéressante parce que c'est une belle hauteur pour faire des logements. Et on connaît tous maintenant la question des hauteurs des immeubles de bureaux qui sont plutôt aujourd'hui autour de 3,50 ou 3,60, qui sont trop hauts, et des immeubles de logement qui sont autour de 2,75 ou 2,80 et qui sont trop bas. Et donc ce type d'immeuble ordinaire des années 70-80 qui peuple la région parisienne et la France et l'Europe, ils ont souvent une hauteur intéressante. Et pour peu qu'ils aient cette structure un peu capable et qu'on arrive à en enlever la partie moins intéressante, voire dysfonctionnelle, on peut sans doute produire une stratégie, un procédé infrastructurel qui est finalement celle que Le Corbusier avait utilisée pour la maison Domino, avec cette idée justement d'une structure libre, poteau-dalle et répétitive, et un escalier qui serait lui-même accroché à cette structure. C'était en 1914, lorsqu'il fallait essayer de produire du logement rapidement, pensant que la guerre n'allait durer que quelques mois. Alors on a un peu nettoyé ce plan et on en a produit une structure supplémentaire à coller, qui vient à l'extérieur et qui est indépendante, qui est juste retenue pour ne pas déverser, et qui vient compléter et renforcer la première structure qui existait. Je voulais vous la montrer, puis je vais revenir en arrière parce que j'ai oublié finalement de mettre cette photo-là avant. Donc cette structure, c'est une structure en encorbellement avec une console et qui vient donc juste devant le nu de la structure existante et qui va se déployer devant la totalité du bâtiment. Si je reviens au plan une seconde, ce que ça nous a engagé, ce à quoi ça nous a engagé, c'est un travail qui finalement suivait la logique infrastructurelle double, qui était celle qui existait dans le bâtiment et celle que l'on venait rajouter, avec une série de décisions le plus logique possible, notamment cette idée que cette ligne brisée va s'articuler justement sur cette structure rapportée, qu'à chaque fois il va y avoir une certaine épaisseur qui est donnée au parcours, et comme ce sont des coursives extérieures, elles peuvent être d'une profondeur qui se réduit plus on va vers l'extrémité du bâtiment, puisqu'il y a moins de gens qui l'empruntent, qu'il y a une différence de prolongement entre les deux blocs dont on a hérité, et que donc il y a une différence géométrique entre ici et ici, d'où est arrivé à ce moment-là un type différent de poteau qui était un double poteau avec une potence déportée. Voilà, donc une série de décisions qui s'enchaînaient et qui produisait l'accollement entre ces deux structures, et qui finalement crée une régularité, une répétitivité et une association entre ces deux structures. Vous voyez les potences qui se prolongent et dont les longueurs, et là le double poteau, là où on a ce cas particulier.
Et enfin, donc, cette image de ces coursives qui se déploient et qui donnent une toute nouvelle, finalement, architecture, une expression structurelle bien plus forte, finalement, que dans le premier édifice. Alors, toujours à Paris, la suite de notre histoire nous a amené place de la République. Et ce projet, pour nous, a été extrêmement important, et important aussi pour les questions que j'évoque aujourd'hui, pour la façon de s'intéresser au sol, notamment. Et là aussi, pour essayer de décrypter cette infrastructure dont on héritait place de la République. Alors, autant dans les deux premiers projets, il me semble que, ou les deux premiers travaux, dans le cas du périphérique et de la porte Pouchet, on a presque l'idée que c'est un territoire infrastructurel, un territoire infrastructure complet. Arcueil, c'est plutôt l'idée d'un édifice qui est une infrastructure. Ici, je vais essayer de vous expliquer qu'on est, je crois, dans une situation presque d'une sorte de toute infrastructure, où tout est un ensemble cohérent et un ensemble unifié, finalement, qui forme une infrastructure et une architecture. Quelles étaient les infrastructures héritées? D'abord, l'histoire, c'est qu'on a une enceinte ici, qui est l'enceinte de Charles V, et donc la porte qui existait là, qui était la porte du Temple. Et donc, ces portes étaient l'endroit d'inflexion des enceintes, puisque c'était l'endroit où, pour faire le cercle, on arrivait à changer de géométrie. Cette enceinte, comme toutes les autres à nouveau, elle a été remplacée par un boulevard, qui sont devenus les grands boulevards, et déjà une place articulait ce changement de direction. Et puis, au XIXe siècle, on a décidé de régulariser, avec les travaux haussmanniens, de régulariser cette place et ce changement de direction, et d'en faire l'occasion d'une grande place rectangulaire, qui est donc la place de la République, qui a été inaugurée donc en 1883 et qui est une place d'une ampleur assez rare, puisqu'elle fait près de 300 mètres de long par 120 mètres de large. Donc une place haussmannienne qui a cette particularité d'avoir finalement d'exister comme une très grande salle urbaine, une très grande pièce, une salle d'espace public dans lequel on vient évidemment circuler, mais aussi se promener, se rencontrer, etc. Et cette photo est intéressante parce qu'à l'époque où on était encore très à pied ou à cheval, ou en tout cas quand on circulait très lentement, on voit déjà qu'on avait la structure du sol qui correspondra à la structure de la voiture, à la structure de la chaussée qui viendra, puisque le plan de la place est resté comme il était à l'origine. Et il est devenu, vous voyez la transformation a été rapide, lorsque les véhicules sont arrivés, la place est devenue une sorte de double rond-point, un rond-point dans le rond-point, on circulait à sens unique, et les espaces au centre étaient en quelque sorte des îlots directionnels. Alors, tout ça est en fait parfaitement compréhensible, mais en faisant le concours, il y a un certain nombre de choses qu'on a mis du temps à comprendre. Enfin, il y a une chose qu'on a mis du temps à comprendre et qui était le sol. Parce que finalement, quand on le voit d'en haut, comme sur ces différentes images que je vous ai montrées, on a l'impression que tout va bien et que tout est cohérent. Et que lorsqu'on a une grande salle comme ça, cette salle dont je parle, elle a la statue de la République au centre, tout est symétrique, tout est régulier, stable. On s'attend à ce que le sol soit lui-même quelque chose qui fonctionne avec cette salle, avec son architecture périmétrique, avec la façon dont, en fait, on a l'impression d'être justement dans un grand salon régulier. Or, le sol ne disait pas ça, ne fonctionnait pas comme ça. Le sol
était comme ceci, mais sur cette photo, vous ne pouvez pas voir ce qui se jouait. Et ce qui se jouait, c'était qu'en fait, la totalité de la place de la République et le toit d'une sorte de bâtiment, enfin pas un bâtiment, mais en fait une sorte de galerie d'infrastructures très nombreuses, notamment 5 lignes de métro, mais aussi tout un tas de galeries je ne trouve pas le mot, d'égout. Et donc, ce plan vous montre bien que la totalité du sol est occupée, ou la quasi-totalité. On se demandait même comment les arbres qui étaient plantés pouvaient pousser, où est-ce qu'ils trouvaient de la terre pour arriver à vivre et à se déployer. Alors, finalement, il y a un exemple qui est utile pour comprendre ça, c'est celui du Colisée à Rome, qui est donc, là vous voyez les 4 plans sur les 4 quarts du Colisée, qui est donc un plan d'infrastructure, enfin qui est une grande infrastructure, pardon, et dont le plan correspond à une coupe de manière totale. Et cette coupe, ce qu'elle nous montre, c'est qu'il y a quelque chose sous le sol. Quand vous allez maintenant encore visiter le Colisée, vous voyez cette partie souterraine, ce soubassement du sol du Colisée sur lequel se passaient les jeux, eh bien, cette idée que la totalité de l'édifice est en réalité totalement reliée et n'est pas juste posée sur le sol, qu'il est totalement unitaire et intégré et que c'est sa transformation du sol lui-même qu'il produit, est un peu ce qui se passe place de la République. Et donc, c'est en essayant de comprendre le sol que l'on a compris ce qu'il fallait y faire, parce que le sol était en fait une coupe en sorte d'arc de cercle très tendu, très difficile à voir pour nous tous, pour un être humain normal qui s'y promène. Et le point haut était à l'axe de la statue. Il fallait donc essayer de produire une scène, un sol qui soit en adéquation entre ce qui se passe dans cette grande salle et ce qui se passe en dessous, qui fasse l'infrastructure manquante et qui arrive à produire une structure qui soit la partie correspondante à la structure de la salle, à sa structure régulière et symétrique. Alors, ce que l'on a produit, c'est donc un sol, c'est ce que vous avez vu dans la coupe que je n'ai pas décrit en 2 secondes, c'est donc un sol dans lequel on a essayé de reproduire un sol plan dans l'espace public. Plan, ça veut dire 1% de pente, parce que en dessous de ça, l'eau ne s'écoule pas, mais à 1%, on a l'impression qu'on est à plat et que l'homme peut se tenir debout sous le ciel et qu'il peut y tenir toutes les activités qu'il souhaite. Et donc cette scène, elle permet non seulement de retrouver un grand espace unitaire qui fonctionne avec le plan d'ensemble de la salle, qui fonctionne avec le sous-sol, mais aussi d'acter cette dissymétrie, puisqu'il y en a une qui est celle donnée par la statue qui regarde d'un côté, et comme on est en France, la statue regarde vers le centre, évidemment, puisque le centre compte plus que la périphérie, vous savez tous ça. Parallèlement, ce sol nous permet, et ça c'est un plan de nivellement, on a appris à ce moment-là à vraiment dessiner des plans de nivellement avec des courbes de niveau tous les 13 cm qui correspondent à la hauteur d'une marche, et à essayer de dessiner un espace public qui soit extrêmement clair et cohérent à partir de ces questions de nivellement. Et donc ce sol dessine notamment 2 grands emmarchements. Ces emmarchements, ils sont donc le point haut de cette pente à 1%, le point bas étant l'autre très grand côté qui va s'aligner sur la voie de circulation, puisque maintenant on ne circule plus que sur 3 côtés et non sur 4. Alors vous connaissez peut-être la place de la République, c'était donc retrouver
association entre le dessous et le dessus. C'était donc cet espace unitaire dans lequel des parties peuvent exister, parce que finalement, mais ça dépend évidemment des configurations spatiales d'un espace public, ça dépend évidemment de sa taille, mais dans un très grand espace, on peut faire coexister différentes parties sans avoir besoin de les séparer de façon exagérée. Le travail, notamment dans l'espace public, est souvent d'enlever tout un tas d'éléments et de les faire disparaître pour que le sol puisse agir comme l'espace commun, ce qui met ensemble la totalité des gens qui vont s'y déplacer. Je crois que c'est une des vertus principales de l'espace public, c'est d'apparaître comme compréhensible et accessible à tous de manière très immédiate. C'est-à-dire qu'il faut que n'importe quelle personne, quel que soit son âge et son statut, puisse arriver dans l'espace public et en avoir une intelligibilité, une compréhension très directe. Là aussi, je crois que l'infrastructure nous aide à penser une forme de simplicité et de rationalité dans l'installation pour évacuer ce qui est de l'ordre de l'effet et ce qui existe depuis de nombreuses années. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de travaux, notamment dans la revue Marne, qui ont reparlé de cette question de l'architecture du sol. Nous aussi, on utilisait ce terme à ce moment-là. Ce qui existe dans le travail de l'architecture du sol, je crois, c'est quelque chose d'assez essentiel. Là où l'architecture, depuis, on va dire, le postmodernisme, s'est parfois perdu dans des questions stylistiques diverses et variées, eh bien, il me semble que l'éclectisme, le bavardage auquel on peut avoir affaire de temps en temps peut exister beaucoup moins dans l'architecture qui procéderait de l'infrastructure, dans l'architecture du sol. Et il y a aussi un travail qui est assez passionnant, qui est un travail de mesure. Là, en l'occurrence, on a passé des mois sur ces emmarchements pour essayer de comprendre à quelle hauteur il fallait qu'ils se situent, ni trop, ni pas assez, parce qu'avec 2-3 marches, on n'a pas un espace, et avec 10 marches, on a une rupture. Donc c'est plutôt autour de 7 marches, de 13 cm, autour de l'ordre de 90 cm ou 1 mètre, qu'on trouve à la fois un espace dans lequel on peut habiter, dans lequel on peut s'installer. Les gens peuvent s'installer dans cet emmarchement, y vivre tout un tas de choses. Et en même temps, il n'y a pas de rupture, parce que quand on est en bas ou en haut, on est quand même en relation avec la partie qui est en haut ou en bas. Parce que quand on est en bas, on voit le sol, on voit la continuité. Alors oui, quand peut-être on est un être humain adulte, on va dire, mais je crois que même quelqu'un en chaise roulante ou un enfant à un certain âge commence à pouvoir mesurer ça. Alors juste quelques images, et je crois que c'est quand même important de le dire, c'est que l'infrastructure, elle est aussi disponible, elle est aussi, ou elle doit être aussi au service de tout un tas d'activités que nos sociétés veulent avoir, peuvent avoir, ou parfois, surtout, ne savent pas encore qu'elles vont devoir les avoir ou qu'elles vont vouloir les avoir. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Et la place de la République en a connu un certain nombre. Et notamment parce que nous avions beaucoup travaillé sur la question de la manifestation, puisqu'il se passait près de 250 manifestations par an sur la place de la République, donc quasiment une par jour avant qu'on la transforme, et je crois encore plus depuis. Et il nous semblait absolument inconcevable qu'en France, qui est quand même un grand pays de manifestation, on ne puisse pas manifester sans devoir bloquer le système et se mettre au milieu et se retrouver dans une situation justement dysfonctionnelle et à s'opposer à d'autres. La manifestation devait trouver un espace. Voilà, donc il y a eu de nombreuses manifestations de tout type.
Et on parlait à l'instant de Samuel Paty. Bien sûr, le 13 novembre 2015 a donné lieu à l'utilisation de l'infrastructure de la place de la République comme une sorte de mausolée laïque à ciel ouvert. Laïque ou religieux d'ailleurs, suivant ceux qui l'utilisaient. Et dans cette idée que dans un très grand espace, on peut avoir de l'intimité, on peut se retrouver et on peut trouver du petit dans ce grand espace. Alors, toujours à Paris, heureusement que Eric, tu as dit qu'on ne travaille pas que à Paris, mais là c'est assez parisien. Toujours à Paris et avant-dernière traversée, on a travaillé depuis quelques années, et cette histoire est en train de se terminer, sur un projet qui se trouve toujours pas très loin de la ceinture de la couronne parisienne, qui se trouve dans un triangle d'infrastructures, dans un triangle ferroviaire très, très insolite, dont vous voyez les traces aux différentes époques. Le fer, les voies ferrées ont taillé le territoire, comme vous le savez. Et donc, un triangle est apparu entre, donc ici, entre trois voies, 2 voies ferrées et une voie routière. Une voie ferrée qui est celle de la gare de l'Est, qui part donc vers l'Est, une voie ferrée qui est celle de la Petite Ceinture, et enfin une voie routière qui est la voie qui sort de Paris à la porte d'Aubervilliers. C'est un endroit en très grande transformation, comme beaucoup de territoires de la couronne parisienne, et on a cherché là aussi ce qui était finalement l'élément structurant de cette infrastructure. Et finalement, c'est beaucoup le sol, parce que ce triangle était comme un triangle emporté à l'emporte-pièce, comme un trou, en quelque sorte, entre ces 3 infrastructures. Puisque ces 3 infrastructures, comme vous le voyez sur le dessin, elles sont surélevées, les 2 voies ferrées, et la voie routière va passer en dessous de l'une et au-dessus de l'autre. Alors il y a un précédent qui nous a intéressés, qui est la pointe de l'île de la Cité, à Paris, là à nouveau dans l'hypercentre parisien, où à l'origine on avait cette île de la Cité avec deux petites îles, 2 petits îlots qui étaient devant à la pointe ouest. Et puis, sous Henri IV, il y a eu ce projet de réunir, d'en faire une seule île et de construire cette très belle place qui est la place Dauphine, qui est une place triangulaire et qui est ouverte dans son angle le plus pointu et au cœur de la base opposée de ce triangle. Par la suite, d'ailleurs, on a été au bout, puisqu'on a produit cet éperon, qui est ce jardin du Vert Galant. Et donc, devant le Pont Neuf, on a une sorte là aussi, de relation entre une infrastructure qui est cette fois liée à l'eau, puisque la Seine a été construite. Ses bords ont été emmurés, on a fait des quais, et puis on a construit cet ensemble d'immeubles qui entoure un jardin qui est la place Dauphine. Alors, finalement, cette stratégie était de comprendre où était le sol, quel était le sol qui comptait et quel était l'acte infrastructurel qu'il fallait essayer de produire pour accompagner ces infrastructures héritées. Et donc, il y a deux éléments que l'on a produits dans ce projet. Le premier est justement cette relation au sol, qui est ce qui apparaît
en gris et en béton dans cette maquette, qui est donc toute la relation avec les infrastructures héritées, les voies ferrées, et donc ce sursol, se mettre à un niveau qui est le niveau surélevé, et puis accompagner avec ce sol la continuité d'espace public. Et trouver d'ailleurs, pas accompagner, mais créer la continuité de l'espace public au cœur de ce triangle à la façon de la place Dauphine. Et puis une deuxième infrastructure dont je parlerai moins aujourd'hui, mais qui est finalement celle liée aux édifices et à la construction, en superstructure cette fois, en pierre, qui produit comme une sorte de masse disponible, de masse habitable dans le tissu parisien. Alors vous voyez sur cette image ce sol qui va chercher à réunir et à connecter tous les différents sols, soit visuellement, soit surtout physiquement, notamment dans ce grand axe, je ne sais pas comment j'y arrive à faire ça. C'est assez complexe comme exercice. Bon, on va dire que vous imaginez que je fais une ligne comme ça, de haut en bas, au milieu du projet. Et donc, qui vient passer sous la voie ferrée tout en haut et reconnecter l'avenue de la Porte d'Aubervilliers tout en bas. Voilà, qu'on voit peut-être mieux dans ce plan. Et qui est donc un espace public, sachant que c'était dans un concours où la totalité de la parcelle était donnée, était posée au concours. C'était ces fameux concours qui se sont appelés Réinventer Paris, dans lequel la ville de Paris proposait à des acteurs privés d'acquérir des espaces publics. Et donc il nous a semblé important qu'on produise de l'espace public avec ce genre de projet, et que ces espaces publics fassent le lien dans des endroits où les liens sont extrêmement complexes, où les îlots sont devenus très très grands, parce que c'est hérité d'une ville industrielle et d'une ville de la mobilité, où donc pour le piéton c'est toujours compliqué de se déplacer. Alors, dans cette coupe, on voit justement cette façon dont les voies ferrées qui sont de part et d'autre et qui sont surélevées sont mises en relation avec un niveau qui est un niveau qu'on pourrait appeler de rez-de-jardin et qui va accueillir en dessous, au rez-de-chaussée, des programmes très spécifiques, notamment un programme sportif et un programme de logistique urbaine. Et au-dessus, on trouvera une dizaine de programmes différents, donc je ne vais pas vous les détailler. Une autre idée intéressante qui rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que l'infrastructure, elle produit ou elle procède d'une infrastructure qui existe ailleurs. Et donc c'est la carrière de pierre, en l'occurrence, qui elle-même va être un morceau de la terre qui va être travaillé d'une autre manière et qui va se trouver connecté à un endroit très différent, très éloigné d'elle-même. Donc vous voyez, enfin vous voyez pas bien parce que le chantier est en cours, mais il va y avoir ce lien justement dans la pointe de ce triangle qui donne sur une gare RER, et il va y avoir cette façon d'amener des espaces qui se tiennent à distance des objets infrastructurels hérités, notamment des voies ferrées, qui créent donc des espaces singuliers. Et ces espaces singuliers sont importants dans les villes. On a tendance à les faire disparaître, mais quand ils sont traités et pensés, ils sont très importants parce que c'est des endroits dans lesquels on n'est pas forcément amené à aller tout un chacun. Ce n'est pas des espaces publics, mais c'est des espaces qui permettent de faire fonctionner la ville, notamment dans ce cas-là, l'espace logistique. Donc on voit sur cette image la façon dont le rez-de-jardin va justement s'adresser à un lointain qui est au-dessus des voies ferrées, qui est au niveau des voies ferrées, à plus 5 mètres, plus 6 mètres dans tout le projet, qui est comme une sorte de deuxième rez-de-chaussée. Et puis ce grand lien est-ouest
qui va traverser le projet et qui va s'appuyer, j'ai oublié de le dire, mais sur un sol en pleine terre, bien sûr, puisque là, on n'avait pas comme à la place de la République, de sol qui avait été déjà occupé. Donc le sol en pleine terre, qui est bien sûr une vertu indispensable dans la ville, et qui va donc traverser tout le projet. Ce qui fait que la couche finalement de traitement du sol est relativement fine et se déploie de cette manière-là, dans un projet d'ailleurs où il n'y a pas de parking, aucun espace de stationnement pour plus de 35 000 m² de surface construite, ce qui a été finalement un acte aussi important quand on traite de cette question d'infrastructure, de ne pas utiliser le sol, mais de s'y poser, de ne pas le creuser, mais d'utiliser la façon dont le sol a déjà été traité, a déjà été terrassé, et de venir s'y installer tout simplement. Il me semble que l'infrastructure, elle prépare pour les générations futures, qu'elle fait le lit d'un certain nombre de choses, qu'elle met la table, en gros, pour ceux qui viennent après. Dernière petite traversée qui se trouve, pour ne pas rester uniquement à Paris, qui se trouve à Bordeaux, et pour parler d'un dernier sujet qui fait un peu le lien avec ce que je viens de dire, d'un dernier sujet qui est celui de la façon dont les infrastructures produisent une relation à des questions de vivant et de nature qui peuvent être très puissants. À Bordeaux, qui est une ville qui s'est construite sur la rive gauche de la Garonne, et la rive droite restant très agricole pendant longtemps. C'était presque un marais d'ailleurs, parce que c'était au départ, c'était le lit de la Garonne. Vous voyez les coteaux qui sont ici, de ce côté-là, à l'est de la ville. Et ce projet s'intéresse donc à cette partie de cette rive droite qui a été, après la période agricole, qui a été structurée, maillée ou déchirée, on pourrait dire aussi, par un réseau de lignes ferroviaires qui l'ont traversé un peu de part en part, parce que toute l'industrie et l'alimentation de la ville arrivait par la rive droite et repartait par la rive droite. Et donc c'est tout un grand quartier qui est sur cette rive droite dont on s'occupe. Et ce que vous voyez sur cette vue aérienne, c'est l'idée que finalement il y a, avec ces infrastructures ferroviaires, mais pas seulement ferroviaires, avec tout type d'infrastructures, une sorte d'épaisseur qui va avec, une sorte d'ourlet, notamment parce que, comme en général, elle se détache légèrement du sol pour monter ou pour descendre du sol qui est à côté. Eh bien, il y a des talus, et ces talus sont en général des endroits dans lesquels se développe une vie très particulière qui est protégée des humains. Et donc, ce sont des lieux plutôt du vivant. Alors là aussi, il faut les identifier. Il faut essayer de voir quelles sont les disponibilités de ces infrastructures, lesquelles ne sont plus utilisées, lesquelles peuvent être amenées justement à renforcer un schéma, là où à Bordeaux, on se trouve en relation avec ces voies ferrées et de l'eau qui est celle de la Garonne et qui va être amené à déborder et à venir par moments inonder tout le quartier. Alors là aussi, il y a une référence qui est absolument admirable, qui est le travail de Olmsted, Frédéric Law Olmsted, le paysagiste que vous connaissez
peut-être, mais pas forcément, qui est un très grand paysagiste américain, l'auteur notamment de Central Park à New York, et qui a fait ses projets à Boston, parmi d'autres, et notamment le projet absolument admirable, le long d'une rivière qui s'appelle la Muddy River, donc la rivière boueuse, et qui a sans doute parmi les premiers fait ces structures de sol, pour le vivant, de sol en pleine terre et de sol qui accueille l'eau, le long des voies ferrées et le long des infrastructures routières. Donc on a utilisé évidemment tout ce savoir-faire et cette pensée très présente dans les pays anglo-saxons et aux États-Unis, et chez les paysagistes aussi, plus que chez les architectes en France, et produit ce système d'association entre les parties dites infrastructurelles, les objets infrastructurels, les voies ferrées et les routes, principalement ici, et tous ces ourlets, toutes ces épaisseurs d'espaces dits naturels qui sont en pleine terre, qui sont plantés et qui sont des lieux de biodiversité très importants. Et là-dessus se calque une deuxième contrainte et une deuxième ambition qui est celle de gérer l'eau et de faire un projet avec l'eau, puisque, comme je vous l'ai dit, les infrastructures, c'est aussi de contenir le fleuve. Et on a construit des digues un peu partout dans nos pays. On a construit des digues le long des fleuves et le long de la mer. Et évidemment, ces fleuves et cette mer va déborder, notamment parce que les eaux montent et donc vont passer au-dessus de plus en plus de ces digues. Et ces digues, en plus, sont des éléments qu'il faut entretenir. Donc ce quartier-là est très inondable. Et finalement, cette association entre l'infrastructure de mobilité et l'infrastructure de nature permet de penser des espaces qui sont les espaces qui permettent le stockage, l'accumulation de l'eau et l'évacuation de l'eau, parce qu'il faut laisser l'eau rentrer, il faut la laisser se stocker et s'infiltrer pour partir, mais il faut surtout la laisser repartir quand elle doit repartir. Et donc, c'est ce travail-là que l'on mène. C'est une image que j'ai oublié d'enlever parce qu'elle est illisible. Qui est donc en cours, et notamment sur une partie très centrale, le long du pont principal qui va traverser ce quartier et traverser la Garonne, et qui est un grand parc que là aussi on a mis à côté de la voie ferrée principale, qui est celle qui arrive à Bordeaux, à la gare centrale, qui évidemment se trouve sur la rive gauche. Voilà quelques images de ces travaux de jardin que l'on mène avec notamment le regretté Pascal Cribier et son associé Patrick Écoutin, de différents espaces, différents jardins, des parcs de loisirs, des parcs sportifs. Voilà, je terminerai juste en vous disant que à partir de ce parcours qu'est le nôtre et de ces questionnements qui ont été les nôtres depuis le début, on a un peu le sentiment de taper sur ce même clou depuis longtemps. Je pense que c'est pas forcément une mauvaise chose dans la vie d'essayer d'enrichir, d'approfondir une question que vous vous posez, une question que vous sentez être importante. Et à partir de ça, on s'est dit que finalement, potentiellement, l'infrastructure, ce sont toutes les situations formelles, les situations formelles d'une partie du monde qui auraient été transformées par l'homme. Alors vous me direz, ça va tout concerner du coup, puisqu'on sait que la Terre a été impactée, maintenant ça a été démontré qu'elle a été impactée en totalité par l'homme. Et donc on s'est intéressé à cette question
à travers ce petit livre dont parlait Amina tout à l'heure, qui s'appelle « La Terre est une architecture », qui va raconter 5 histoires de cette façon dont la Terre n'est peut-être pas le décor comme on l'a pensé pendant longtemps, le décor sur lequel on pose nos objets, nos activités, et l'architecture d'ailleurs n'est pas ce qui est posé sur la Terre. C'est beaucoup plus que ça. Et la Terre et l'architecture sont peut-être en ce moment, plus qu'ailleurs, mais on pourrait en discuter, plus qu'ailleurs, plus qu'avant, des termes qui peuvent entrer en rivalité. En tout cas, il y a beaucoup peut-être de systèmes de pensée qui ont tendance à opposer ces deux éléments-là. L'architecture étant prise comme une des causes, un des éléments responsables de cette transformation de la Terre et du risque qui pèse sur nous et sur la Terre. Mais comme le disait Eric tout à l'heure, je crois que finalement l'architecture est évidemment une discipline absolument essentielle, et elle le serait peut-être encore un tout petit peu plus potentiellement si elle se rendait encore plus capable de se saisir de ces questions d'infrastructure du monde, d'état infrastructurel total du monde en quelque sorte. Si je prends un exemple pour illustrer ce que je suis en train de dire, on a écrit un chapitre sur la mer, c'est peut-être celui qui est le plus facile à comprendre parce que la mer est devenue une infrastructure par l'action des hommes. La mer est devenue un océan global. Ça ne l'était pas au départ, mais parce que la Méditerranée notamment a été ouverte par les mythologies à Gibraltar, et les mythologies sont importantes, puis on l'a ouverte à Suez pour la mettre en relation avec la mer Indienne, et puis on a avec Panama créé un océan global. Et c'est en travaillant sur la mer, sur l'océan, qu'on a rendu plus ou moins la Terre circulaire à travers les océans. La Terre n'était pas aussi circulaire qu'elle l'est depuis que l'on a créé cette infrastructure. Et la mer, je dirais même, est une forme d'infrastructure idéale pour nous autres êtres humains, parce qu'elle est continue, ininterrompue, gratuite, entre guillemets, et que si vous posez quelque chose dessus, ça avance, il y a une force qui la fait avancer. Donc cet état d'horizontalité est une forme d'infrastructure que l'on vise, que l'on cherche un peu partout. Les exemples sont innombrables, que vous regardiez les ports qui pullulent ou qui s'agrandissent le long des côtes sur les routes maritimes, justement, que vous regardiez les aéroports, comme l'aéroport de Hong Kong, qui est devenu cette grande plateforme totale, ces îlots séparés que l'on a aplanis et que l'on a terrassés. Eh bien, en quelque sorte, de ce point de vue-là, la Terre est cette infrastructure et donc une architecture. Et je pense qu'il faut qu'on s'en occupe comme on s'occupe de nos architectures et qu'on essaye de la penser à travers ce procédé ou ce concept opératoire que j'évoque avec cette idée d'infrastructure. Voilà, merci beaucoup.